Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin. Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est l'horloger de la Croix-Rousse. Bonjour Simon Fustier. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la 4e génération à la tête de cette entreprise créée en fait en Haute-Loire par votre arrière-grand-père, même si ça ne s'appelait pas tout à fait comme ça à l'époque. On est en 1906 et il a un atelier où il répare les montres, mais aussi les machines à coudre, mais aussi les vélos. Oui, parce que là où il était en Haute-Loire, à mon avis, s'il n'avait fait que ce qu'on fait maintenant, restauration d'horloges anciennes, il n'y aurait pas eu de descendance. Oui, voilà. Mais c'était son métier pourtant. Il était horloger et à l'époque, il n'avait pas assez de travail. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, il y avait aussi un autre objet de luxe qui était la machine à coudre. On ne se rend pas compte maintenant où il y a du prêt-à-porter de partout, mais c'était une révolution. Donc quelqu'un qui était minutieux comme un horloger se retrouvait tout à fait dans ce type d'activité-là. Et le vélo, je pense que ça devait être complémentaire parce qu'il y avait une grosse demande. L'activité finalement se développe et il va déménager du côté de Saint-Étienne. Oui, à Saint-Chamond. Et qu'est-ce qui se passe alors à Saint-Chamond ? À Saint-Chamond, ils se mettent à développer au sein de la famille une boutique classique d'horlogerie-bijouterie. Boutique que va reprendre mon grand-père, puis après mon père, et boutique dans laquelle moi je vais commencer de travailler après avoir fait une école d'horlogerie. Oui, son fils prend la suite dans les années 40, votre père en 57 je crois, et pour vous c'est une évidence de prendre la suite. Vous y travaillez entre 18 et 25 ans dans cet atelier. En fait, j'irais un peu de la même façon que quand dans une famille vous avez l'aîné qui fait du tennis, le plus jeune fait du tennis, voilà quoi, c'est un peu dans les gènes. Et puis moi, l'école d'horlogerie m'a plu. Après, j'ai commencé à travailler avec papa. Et puis, j'avais envie de bouger un peu. Donc, et vous êtes parti dans l'horlogerie électronique. Oui, les horlogers à diodes de Gorgie Timing que vous avez ici, c'était l'activité et l'entreprise dans laquelle j'étais à Grenoble. À Grenoble, effectivement. Et finalement, vous allez revenir. Vous allez revenir à vos premières amours parce que votre père décède en 1997 et vous reprenez l'atelier. Tout est là, finalement, la passion est intacte, les outils sont là. Vous retrouvez la même ambiance ? On va dire c'est mon épouse qui m'a quand même fait reconnaître que je passais un peu plus de temps que nécessaire à trier l'atelier de papa. Voilà. Donc, comme on avait entre-temps déménagé à Lyon, j'ai recréé à Lyon un atelier. Et comme j'étais à la Croix-Rousse, il y a un journaliste qui a eu un jour la gentillesse de faire un article en parlant de l'horloger de la Croix-Rousse. Et j'ai trouvé que dans une logique de transmission, c'était plus joli que de travailler sous mon nom. Donc l'atelier est devenu l'horloger de la Croix-Rousse. Oui, puis vous allez commencer à transmettre aussi, et ça c'est important. Vous prenez des apprentis dès 2003 ? Oui, parce qu'on peut pas se plaindre en disant que le métier disparaît si on ne fait pas quelque chose pour qu'il continue. Vous en avez embauché d'ailleurs 2. J'en ai embauché 2, j'en ai formé 15. Et c'est une magnifique expérience. Vous avez commencé comme votre arrière-grand-père par de la réparation, et puis vous avez inventé une pendule en 2008 pour tenter le concours de meilleur ouvrier de France. Au final, ce concours, vous ne l'avez pas passé, non. Mais il y a quelque chose qui a révolutionné finalement la pratique. Oui, parce que là aussi, je voulais avoir une qualité de fabrication qui soit digne du concours. Donc j'ai imaginé une horloge qui était un peu sophistiquée, et le problème, c'est que les méthodes de dessin que j'avais moi appris à l'école ne me permettaient pas de créer 16 couches de rouages différentes. Donc il a fallu que je découvre d'autres solutions. J'ai découvert qu'il y avait un logiciel de dessin 3D qui est utilisé dans toutes les écoles d'ingénieurs. Sauf que vu mon âge, le temps que je m'y forme, j'ai grillé une partie du temps qui était fait pour réaliser la pièce. Donc j'ai jamais eu le temps de la finir. Mais vous avez appris à vous servir de la 3D et ça c'est oui, capital. Et puis il y avait surtout un magnifique levier pour la transmission, puisque au niveau de l'horlogerie, la montre, c'est ce qui est appris dans les écoles, mais la pendulerie, non. Donc de la même façon, dans les livres, il n'y a pas de support de formation. Donc l'idée après, c'était de se dire, une fois qu'on a créé cette bibliothèque virtuelle de mécanismes, on peut transmettre encore plus facilement et faire de la pédagogie simplifiée. Oui, ça y est, le mot est lâché. À partir de février, vous allez créer des cours d'horlogerie en réalité virtuelle. Tout à fait. Là, c'est un projet qu'on lance avec l'ENISE à Saint-Étienne, puisque on a besoin de gens un peu plus intelligents que nous, simples horlogers. Donc, ils vont faire l'interface entre les modélisations qu'on a faites à l'atelier et puis une réalité, alors soit virtuelle, soit augmentée. Pour le moment, je ne sais pas encore exactement vers quoi on va s'orienter, mais on va effectivement partir là-dessus. Marie, notre coach. Et cette simulation 3D vous permet, j'imagine, de réparer aussi des modèles d'horloges anciennes
les modéliser et d'aider, de former des personnes qui peuvent Alors le faire. c'est exactement ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les écoles d'horlogerie, non seulement il n'y a plus les professeurs pour enseigner ça, mais si on voulait mettre dans les mains des élèves des mécanismes de cet âge-là, il y aurait déjà un problème d'approvisionnement et puis un risque énorme. Donc l'idée, c'est de se dire, on va mettre un casque et on va aller virtuellement remonter un mécanisme ou le démonter pour que déjà, si on n'a pas physiquement pratiqué la manipulation des pièces, qu'au moins on se soit entraîné un peu le cerveau, on va dire, et savoir nettement mieux comment ça fonctionne. Donc l'entreprise a beau avoir 113 ans, elle se renouvelle de décennie en décennie. Oui, et puis là, D'année en année. Aujourd'hui, c'est un grand jour, on est chez vous. Ouais. Et puis ce soir, on est au ministère de la Culture pour recevoir le titre de maître d'art avec Robin. Bravo. Et là, on lance un gros projet en 2020 où je pense qu'on va travailler avec D'Artagnan, qui est une plateforme Qu'on connaît, qu'on a reçu ici à la France Bouge. Et donc, on va essayer de fabriquer à 4 mains pendant 3 ans l'horloge qui est dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qu'on a déjà modélisée en 3D, mais qui n'a jamais été réalisée. Vous allez développer des animations pour les musées aussi, pour que le visiteur puisse aller se promener. Ça, c'est un projet. Alors, visiter l'intérieur d'une horloge. c'est-à-dire que là aussi, ça peut être nettement plus intéressant pour le visiteur de pouvoir rentrer dans le mécanisme pour qu'il en comprenne le fonctionnement plutôt que de voir le mécanisme que de l'extérieur. Dans certains bâtiments, c'est possible d'y aller. Là, pour le moment, au Portugal, on travaille sur les 2 plus grosses horloges carillon du monde, qui font 25 tonnes chacune. Donc là, très clairement, le visiteur, s'il a la possibilité de monter à 45 mètres de haut, peut voir le mécanisme et le comprendre. Maintenant, s'il y a une vidéo de restitution qui lui permet, en étant en bas, de comprendre comment ça fonctionne, c'est plus simple. C'est l'horloger de la Croix-Rousse et c'est l'entreprise qui va bien. Merci Simon Fustier d'être venu nous en parler. Merci à Marie Sermadiras qui était notre coach et à Dora Nana qui était avec nous aujourd'hui. Céline, on se dit à demain sur Europe 1. Avec grand plaisir. C'était Raphaël Duchemin sur Europe 1.